Alors, il y a une autre transformation essentielle en termes de diversité et d'inclusion, c'est celle qui se joue au cœur des villes, dans les QPV. Les enjeux économiques et sociaux sont énormes, ce qui a conduit récemment le ministre de la Ville et du Logement à lancer un vaste chantier de quartiers résilients. Je vous propose d'écouter son message à votre attention. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui à Bercy, mais je tenais à m'adresser à vous à travers cette vidéo. Ce deuxième sommet de l'inclusion économique à l'initiative de la Fondation Mosaïque est placé sous le thème « Agir avec impact ». Il dit toute votre énergie, cher Saïd Amouche, à embarquer tout le monde pour agir plus fort et plus vite en faveur d'une société plus inclusive. Oui, il faut agir avec impact, car nos quartiers sont riches et fiers de leur diversité. La diversité est la résilience de ceux pour qui rien n'était acquis à la naissance. C'est leur force, c'est notre force. Nos quartiers sont riches de leurs talents et de leur diversité. Les quartiers populaires sont trop souvent vus comme un risque. Ils sont pourtant une chance, un levier déterminant pour atteindre le plein emploi. Cette ambition, elle prendra vie avec le projet Quartier 2030 voulu par le président de la République. Cette ambition a besoin de la mise en relation et du recrutement inclusif des jeunes des quartiers populaires. Je sais que la Fondation Mosaïque sera un relais précieux. Cette ambition a besoin d'un engagement des entreprises en faveur de l'inclusion. Je suis convaincu que les quartiers sont une chance pour l'entreprise et l'entreprise une chance pour les quartiers. C'est cette adéquation qu'il faut générer. Ensemble, décideurs publics et privés, agissons avec impact. Bougeons les lignes, accélérons l'inclusion et levons les blocages. Pour la cohésion nationale, pour l'économie, pour les habitants de nos quartiers, il faut redonner confiance dans notre pacte républicain, celui-là même qui permet à l'égalité des chances de se concrétiser et de devenir une égalité réelle. Je vous remercie. Place maintenant à la dernière plénière de la journée que j'ai le plaisir d'animer. On va plonger au cœur des territoires, de Rosny-sous-Bois à la Tour du Pin en passant par Marseille. Objectif, aller au plus près de ceux qui en ont le plus besoin pour avoir un impact encore plus fort en termes de diversité et d'inclusion. Et pour en parler avec nous, je reçois Farida Maïbèche-Capron, directrice du pôle service du groupe VICA, groupe familial basé en Isère et spécialisé dans le béton. On peut l'applaudir en effet. Bienvenue à Farida. Aziz Seni, président de Quartier d'affaires, réseau dédié aux 55 000 entreprises implantées en quartier prioritaire de la politique de la ville. Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, avec un maillage territorial qui prend en compte les spécificités de chaque bassin d'emploi. On va en reparler. Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS, l'opérateur de compétences des 40 000 entreprises du secteur de la culture, la com, les médias, les loisirs. N'en jetez plus. Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France. Et enfin, avec nous, en ligne depuis Marseille, je le vois, j'espère l'entendre, Laurent Lardit, adjoint au maire, délégué à l'économie et à l'attractivité économique, entre autres, parmi vos fonctions, la politique municipale en faveur de l'emploi et l'insertion par l'activité économique. Qui n'a pas de micro? Tout le monde en a un, c'est parfait. Alors, bienvenue à tous, les présentations sont faites. Alors, notre enjeu aujourd'hui, vous le savez, on a une trentaine de minutes à peine, c'est donc de valoriser l'action plutôt que l'intention. Et alors, surtout les territoires, évidemment, et la diversité des territoires, ça joue sur l'inclusion. Il n'y a pas une, mais des solutions. Alors, illustration avec vous, d'abord, Gilles Gâteau, puisque depuis la crise Covid, il faut reconnaître que les grands salons de recrutement, vous savez, ces grands Barnum, où il y avait plein de monde, où tout le monde rencontrait un peu tout le monde et n'importe qui, finalement, ça ne marche plus trop, ça, depuis la crise Covid. On a un petit peu changé de formule, on a un petit peu changé de paradigme. Du coup, comment est-ce que vous provoquez la rencontre entre les TPE, les PME et les candidats, Gilles Gâteau? Alors, vous avez raison. C'est le constat qu'on a fait que ces salons de recrutement, qui étaient une activité qu'on déployait de façon importante avant la crise Covid, ont beaucoup moins la cote. Alors, il y a eu les aspects sanitaires, évidemment, mais c'est plus profond que ça. Et ça nous a amené à l'APEC à réfléchir et à changer la façon d'organiser la rencontre entre des employeurs et des candidats potentiels, dans une logique beaucoup plus de proximité du point de vue des territoires
Et également repenser autrement. C'est vrai que dans ces salons, on a des entreprises qui vantaient leur marque employeur d'un côté, des candidats qui arrivaient avec une pile de CV photocopiés pour les laisser un peu partout. Finalement, on restait quand même pas. beaucoup dans le CV, donc ça ne changeait pas forcément complètement la donne. Et ce qu'on a lancé, c'est des événements qu'on appelle APEC Connect. C'est vraiment ce qu'on privilégie aujourd'hui. Ah, c'est quoi ça? C'est une logique vraiment de proximité, c'est-à-dire qu'on fait venir entre 5 et 10 entreprises TPE, PME qui ont des besoins de recrutement, mais pas forcément autour d'une offre, des entreprises qui recrutent et qui vont parler d'elles, de leur métier, de ce qu'elles font, de ce qu'elles recherchent, et de l'autre des candidats qu'on va finalement inviter, ou des cadres ou des jeunes diplômés que l'on accompagne à l'APEC, qu'on va inviter à cet événement. Et là aussi, dans une logique qui n'est pas forcément liée à une offre d'emploi, mais plus liée à un centre d'intérêt et à une compétence qu'on pense intéressante pour ces entreprises. Donc on fait se rencontrer des recruteurs qui vont recruter, mais pas forcément autour de leur offre à un moment donné, et des candidats, des cadres ou des jeunes diplômés, en assurant une forme de diversité de profils et en faisant venir des gens qu'on invite à ces APEC Connect qui ne sont pas forcément des gens qui auraient passé le barrage, j'allais dire, traditionnel d'une candidature en ligne sur un job board ou un dépôt de CV. D'accord. Donc que je comprenne bien, ça se passe sur invitation, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez, qui ciblez finalement, et vous les ciblez selon quoi? Comment vous les sélectionnez? Précisément en essayant d'apporter une diversité de compétences, d'expériences, des gens plus expérimentés, plus seniors, des gens plus jeunes, parce qu'on n'est pas autour d'une offre, on est autour d'un petit panel d'entreprises qui recrutent, notamment de TPE-PME qui, sur un territoire, recrutent. Je prends un exemple récemment dans la région, en mois d'octobre, dans la région Centre-Val-de-Loire, il y a dans cette belle région des territoires qui ont un peu plus de difficultés en termes d'attractivité, donc des TPE-PME qui recrutent, qui ont parfois de la difficulté. C'était le cas à Bourges, par exemple. Et donc à Bourges, on a organisé un événement. Il y avait 7 TPE-PME qui étaient présentes. On a convié 40 personnes à venir rencontrer ces entreprises avec ces profils diversifiés. Et à la sortie, ce qui en est ressorti, c'est d'une part 4 recrutements qui se sont faits dans les semaines qui ont suivi. Donc alors qu'ils n'étaient pas venus pour ça de base. Alors que ce n'était pas la finalité. Simplement, les rencontres qui se sont faites ce soir-là ont été suivies des faits. Et ce n'est pas le seul bénéfice qu'on en tire. Les cadres ou les jeunes qui ont participé en ont tiré aussi, même s'ils n'ont pas été recrutés, un bénéfice de mieux connaître une entreprise et de dialoguer avec des recruteurs dans un contexte différent de l'entretien d'embauche, où on est beaucoup plus, moins stressé et plus libre finalement de se faire son idée. Et les TPE-PME qui étaient là ont apprécié de rencontrer 40 candidats avec des jeunes, des moins jeunes, de différents métiers, qui leur ont aussi renvoyé des choses sur ce qu'eux-mêmes, en tant que candidats, attendaient ou pensaient de la présentation de l'entreprise qui a été faite. Et Gilles Gâteau, il y a quand même une condition essentielle pour que ça marche, c'est quand même de connaître parfaitement le territoire dans lequel on s'inscrit. Alors, bien connaître son réseau local, ça c'est la clé. Et alors, quels sont les outils dont on dispose, notamment en QPV, Aziz Seni? Est-ce qu'on a des outils pour bien connaître le tissu entrepreneurial sur les QPV? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier Saïd Amouche et son équipe pour cette invitation à donner la parole aux 55 000 TPE, PME, ETI installés dans les 1514 QPV. Ça représente à peu près 180 000 emplois équivalents temps plein selon l'INSEE. J'ai envie de commencer par un demi-coup de gueule. Je vais vous le dire en langage court, mais quand même. Parce que ces QPV sont toujours présentés sous l'angle de l'investissement, sous l'angle de la dépense. Est-ce qu'on est au ministère de l'économie? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le chiffre d'affaires de ces 55 000 entreprises? Qu'est-ce que rapporte la banlieue? On parle souvent, et à juste titre, de l'investissement, de combien ça coûte dans le bâti, de combien ça coûte en insertion, de combien ça coûte en éducation, mais combien ça rapporte? Qu'est-ce que la banlieue apporte au PIB français? Il y a de la richesse qui est créée là. Simplement,
on n'a pas les outils, on ne les a pas mis en place. Eh bien, nous, à quelques-uns, privés, au sein de Quartier d'affaires, on a commencé par l'état des lieux. Un annuaire, 55 000 entreprises de plus d'1 salarié répertoriées, avec leur chiffre d'affaires, les liasses fiscales, les bilans, pour voir de qui on parle, de ces créateurs de richesse et de ce tissu économique. La deuxième étape, ça a été de dire, pour permettre l'émergence de ces territoires les plus pauvres, c'est de s'appuyer sur la croissance de ces entreprises. Pas de l'entrepreneuriat, c'est très bien, il y a des tas d'acteurs qui œuvrent dans le domaine de la création d'entreprises, de la sensibilisation, c'est super, il faut continuer. Mais ces entreprises de plus d'1 salarié qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui aimeraient croître, comment on peut les aider? Comment on peut les aider à créer plus d'emplois? Comment on peut les aider à payer plus d'impôts, de recettes fiscales locales pour aider ces territoires et ces collectivités pauvres? Eh bien, nous, on a créé Quartier d'affaires pour mettre en relation les grands groupes avec ces petites boîtes à travers un dispositif qui s'appelle le mécénat de compétences. Donc oui, nous, on a envie de valoriser l'apport des banlieues. La banlieue veut et peut contribuer au PIB, à l'heure où on parle de réindustrialisation du pays, à l'heure où on parle de chercher des points de PIB, des points de croissance. La banlieue est un levier sur lequel il faut mettre le paquet économique et mettre le paquet sur ce levier. Parce que, oui, il faut regarder la banlieue à travers le prisme social, à travers le prisme du bâti, du logement, etc. Mais on n'a jamais ou quasiment jamais par le passé regardé avec sérieux le potentiel économique et le potentiel d'émergence de ces territoires. D'où l'importance d'avoir ces données-là, justement, et ces chiffres dont vous parliez à l'instant. Alors, ça, ce sont pour les QPV. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres territoires, finalement, parce que je me tourne vers vous, évidemment, Farida, parce que vous êtes basée dans l'Isère. L'Isère, c'est un grand département où il y a à la fois des QPV et des zones rurales. Et c'est vrai que dans un territoire comme le vôtre, comment est-ce que vous faites connaître à la fois les entreprises aux candidats et les candidats aux entreprises ? Alors, il y a un premier mot que je voudrais partager, c'est l'échange. L'échange avec les collectivités territoriales, avec les fonctions publiques, avec les associations. Sur les entreprises comme la nôtre, en fait, on a une diversité de métiers qui est extrêmement importante. Et donc, on a cette difficulté, comme vous le dites, à faire connaître cette diversité de métiers. On a des chimistes chez nous, on a des chauffeurs de camions, on a des chauffeurs de pompes, on a des centralistes, on a des ingénieurs de R&D. Donc, on a une diversité de métiers qui est très importante. Et on a un maillage territorial également qui est très fort, avec des implantations où parfois vous trouvez 1 ou 2 personnes, des implantations beaucoup plus grosses. Et la manière de pouvoir faire venir quelque part cette diversité à nous, parce qu'on en a besoin et on la recherche, c'est de se faire connaître. Donc effectivement par les institutions et puis par des journées portes ouvertes également. Donc on reçoit énormément de personnes dans nos installations, donc dans nos carrières, dans nos cimenteries. Et c'est quelque chose, parfois, les jeunes et les moins jeunes, puisque la diversité, c'est pas uniquement une question de jeunes, sont souvent surpris de venir à la rencontre de nos métiers. Et il y a des très belles expériences humaines, d'ailleurs, qui sont, qu'on retrouve, puisque l'engagement sur la diversité, puis sur le fait de connaître nos métiers, souvent les industriels sont mal connus des gens des quartiers, des gens des zones rurales. On a des expériences extraordinaires qui peuvent se créer. Moi, j'en ai une comme ça que je vais vous livrer. On a eu un jeune qui est venu par une association d'école de la deuxième chance qui faisait un CAP en apprentissage et en mécanique, puisque le groupe ICA a également des garages pour ses camions. Et il a été, on va dire, comme adopté par les équipes. Et donc, là, on est content parce qu'il a eu son CAP. Et c'était quelque chose de formidable parce que c'est pas uniquement la direction qui porte ça, donc ce sont aussi les équipes qui viennent faire connaître ces métiers-là. Et donc on ouvre nos portes, je pense que c'est l'une des seules manières, ce qu'on fait aussi aujourd'hui ici, de faire connaître nos métiers, qui sont très divers. Et alors Othman Nasrou, dans un territoire comme l'Île-de-France qui a un énorme bassin d'emploi, est-ce que c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'on attend que les jeunes viennent, ou est-ce qu'on va aussi vers les jeunes, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est que finalement, il faut que ça aille dans les deux sens, parce qu'on parlait d'échange à l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors d'abord, je veux rappeler que finalement, comme l'Isère, l'Île-de-France, qui est une région qui est connue pour son dynamisme économique, c'est aussi la région de toutes les fractures, avec effectivement, nous aussi, des zones rurales, les 3/4 du territoire. 2 millions de franciliens sur 12, un francilien sur 6 vit en zone rurale. Et c'est aussi la région qui compte à la fois le département le plus riche de la France métropolitaine et aussi le département le plus pauvre. Tout à fait, très contrasté.
Et donc justement, quand vous me parlez d'aller chercher les jeunes, je veux quand même le rappeler parce que certains ont encore l'idée d'une Île-de-France homogène où finalement il n'y a que l'excellence et la performance. J'assume les deux termes, mais nous avons vraiment la préoccupation avec la présidente de la région Valérie Pécresse d'aller chercher tous ces jeunes qui aujourd'hui sont laissés de côté ou qui ne sont pas forcément au courant de tous les dispositifs qui existent. Alors ça suppose plusieurs choses. D'abord, et j'assume de le dire, nous voulons mettre tout le monde dans les mêmes conditions de réussite. Je vous donne un exemple. Quand nous sommes arrivés, il y avait seulement 30% des lycées qui étaient raccordés au très haut débit. Aujourd'hui, il y a 100% des lycées qui sont raccordés au très haut débit. Ça peut paraître anecdotique, mais ça veut dire que le très haut débit, que le numérique à l'école, ça n'est pas simplement une réalité à Paris, mais c'est aussi une réalité en banlieue, c'est aussi une réalité en grande couronne. Ça veut dire aussi que nous avons fait le choix, que nous assumons d'équiper tous les lycéens en matériel numérique. En 2 ans, nous avons équipé 340 000 lycéens en matériel numérique pour mettre toutes les familles dans les mêmes conditions d'apprentissage, pour que cette question de l'égalité des chances, ce soit une réalité très concrète et très opérationnelle. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de remettre à plat tous nos dispositifs d'insertion, avec des nouveaux dispositifs. Une aide au permis de conduire, par exemple, qui est souvent un frein à la mobilité, un frein à l'accès à l'emploi, où nous prenons en charge, pour tous les jeunes de moins de 26 ans, jusqu'à 1 300 €. C'est qu'elle est centrale, cette question de mobilité, absolument. Tout à fait. J'en donne un deuxième exemple. Nous avons aujourd'hui, sur ce sujet de la formation, la nécessité d'orienter beaucoup plus de nos jeunes sur les métiers en tension. Nous avons ce qu'on appelle le revenu jeune actif, où nous versons un revenu de 4 000 € pour le jeune qui accepte de se former plus de 6 mois dans un métier en tension, avec 70% de chance de trouver un emploi au bout. Et c'est aussi le travail que nous menons avec Mosaïque RH, justement avec ces meet-up que nous organisons pour la 2e année consécutive, pour permettre vraiment à tous les talents de nos quartiers dits prioritaires d'aller vers ces métiers en tension qui recrutent, parce que c'est aussi la réalité aujourd'hui, et ça suppose d'avoir ce souci d'efficacité en allant chercher tous ces jeunes. Toujours. Alors, vous parliez de ce territoire contrasté, donc une région. On va aller à Marseille maintenant, puisque ce contraste-là, il se traduit au niveau de la ville, parce qu'on a quand même, Laurent Lardy, des disparités très fortes entre le nord et le sud de la ville. Alors, vous, de votre expérience marseillaise, quelles sont vos solutions pour embaucher local partout sur le territoire marseillais? Oui, bonsoir à tous. Alors, on ne vous entend pas, notre grande dame. Auriez-vous touché un quelconque bouton? Aurions-nous fermé un quelconque micro? Réessayons. Mon micro est actif. Alors, je m'adresse à la régie. Est-ce qu'il y a un problème chez nous, chez vous, chez lui? Réessayez peut-être, dites-nous quelques mots, monsieur Lardy. Oui, on vous entend. Ah, ben voilà, c'est super. Bon, on va augmenter un peu le son, mais on vous entend. Bonsoir à tous. Marseille est une ville complexe. D'abord, c'est une ville, contrairement à la réputation qu'elle a parfois, qui est immensément riche, économiquement riche, mais très fortement inégalitaire, à la fois socialement et, vous avez commencé à le dire, spatialement. Spatialement, pourquoi? Parce que Marseille, c'est 2,5 fois la taille de Paris en termes de surface, Marseille intramuros. Nous, on intègre les QPV à l'intérieur de la ville, pratiquement la moitié de la ville étant en quartier prioritaire. Et donc, par rapport à ça, écoutez, la solution, c'est d'abord de former. C'est la première chose à faire. Et puis, avant ça, parce que ça concerne une grande partie de la jeunesse marseillaise d'aujourd'hui, c'est de mettre les jeunes sur le chemin de l'accès à l'emploi. Je dis bien sur le chemin de l'accès à l'emploi. On n'est pas encore dans l'accès à l'emploi. On n'est pas encore dans la formation, on est dans le chemin de l'accès à l'emploi. Alors, on a des très beaux outils à Marseille. On a une mission locale, je crois, qui est la plus grande de France aujourd'hui, avec celle de Paris. Il y a à peu près 20 000 jeunes qui y passent chaque année. On a une école de la deuxième chance qui forme à peu près 1000 jeunes aussi chaque année. Alors, ce qu'on a fait, puisqu'on parle de solutions aujourd'hui, on est arrivé, nous, ça fait 2 ans qu'on est en place à la tête de la municipalité. On a mené une étude approfondie pour mettre à plat tous ces outils. On a interrogé l'ensemble de l'écosystème de l'accès à l'emploi à Marseille. On est allé directement interroger, ça je crois que c'était la première fois, les publics eux-mêmes, c'est-à-dire les jeunes éloignés, voire très éloignés de l'emploi. Et ce qu'on a constaté d'abord, c'est que le principal nœud, et ça j'apprendrai à personne dans cette conférence, c'est celui des freins périphériques à l'emploi. Tout le monde les connaît. À Marseille, on y ajoute la question des mobilités, puisque je vous ai dit, ville très étendue, mais également sous-développée en matière de transport. Et puis, les analyses de cette étude nous amènent à dire quoi? C'est que on va engager une petite révolution
une sorte de stratégie de rupture, comme on parle aujourd'hui quand on parle de la transition écologique. D'abord en demandant à toutes ces organisations importantes, mission locale, je crois que c'est plus de 250 salariés aujourd'hui, je vous dis 20 000 jeunes qui passent chaque année, de questionner leur propre efficacité face à leur mission. Ça nous paraît extrêmement important. Et puis, c'est également d'essayer d'aligner les évaluations, parce que tout le monde s'évalue individuellement, et de proposer notamment que l'évaluation des sorties soit effectuée par un organisme tiers sur la base de critères identiques à l'ensemble des organisations. Voilà, on pose des choses, ça a l'air un petit peu directif. Vous savez qu'une ville, elle n'a pas de compétences directes en matière d'emploi. Oui. Donc, nous, on organise une conférence permanente sur l'emploi qui débute aujourd'hui à Marseille, et dans laquelle ce qu'on essaye, c'est de mettre dans un écosystème d'accès à l'emploi qui est extrêmement riche, un peu d'organisation, un peu de facilitation, parce qu'on a quand même l'impression que ces grosses structures, dans le temps, comme souvent d'ailleurs dans les structures, deviennent plus préoccupées par leur propre survie que par leur objet. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que vous parlez de stratégie de rupture, mais on se rend compte d'un truc quand même, Thierry Teboul, c'est qu'il faut souvent bousculer les habitudes pour que ça marche. Illustration avec cet APEC Connect, avec ce que vient de dire à l'instant Laurent Dardit. Et alors vous, à l'AFDAS, vous avez fait un truc absolument génial, super concret, qui a eu lieu cet été en Avignon, au Festival d'Avignon, c'est-à-dire que l'AFDAS a organisé son propre sommet de l'inclusion finalement, dans un secteur, donc la culture, où il y a de gros besoins, notamment en technique. Comment s'est faite cette mise en relation assez inédite au Festival d'Avignon? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Bonsoir à toutes et à tous. Ça part d'un constat, le constat qui est que la culture, particulièrement à Avignon, ce qui est un paradoxe d'ailleurs, puisque c'est censé éclairer un peu le monde et dire le monde, la culture, particulièrement à Avignon, finalement ne rencontrait pas un public très diversifié. Je veux dire, d'ailleurs, quand on va se promener dans Avignon, souvent on rencontre des Parisiens qui sont descendus à Avignon. C'est ça, ça devient Paris en fait. C'est ça, et ça devient pendant 3 semaines Paris. Et du coup, on s'est dit, on va poser dans cet endroit-là une nouvelle problématique qui est celle qu'on aime beaucoup à l'AFDAS, qui est la symétrie des attentions. Si la culture dit le monde, à un moment donné, il faudrait que ceux qui disent le monde ressemblent un tout petit peu au monde. Et on a un peu réinterrogé les pratiques de la culture, et ça tombait bien, parce que la culture, vous le savez, a traversé une période extrêmement compliquée ces dernières années, et qu'elle est dans une phase de reprise et dans une maturité nouvelle. Les professionnels de la culture disent aujourd'hui, faisons-le différemment. Faisons-le différemment et reconstituons notre capacité à créer, à produire et à diffuser sur un autre schéma. Et ça a été un moment fort pour reposer 2-3 principes. Je vous en donne un exemple peut-être qui peut être intéressant. On est en demande. On a eu, typiquement, elle concerne le monde de la publicité. Vous avez cité beaucoup de secteurs à l'AFDAS. Il y a 72 000 entreprises dans le champ de l'AFDAS et nous avons en plus de la culture, enfin dans la culture, puisque d'ailleurs la publicité dépend du champ culture, nous avons fait un constat, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne vont plus dans les agences de communication. Pour eux, les jeunes aujourd'hui, c'est pas tout à fait leur rêve que d'enchaîner des stages, parfois de complaisance, soyons clairs, dans des grandes agences de publicité pour qu'un jour, peut-être, ça déclenche sur une carrière. Et donc, ils se sont dit, on va quand même faire autrement, on va essayer de sourcer et de faire des choses un peu différemment. Et donc, on s'est rapproché... nous, notre job, c'est d'être l'interface entre... Oui, médiateur, la médiation. Celui qui veut faire le dernier kilomètre et celui qui veut faire le premier kilomètre. Et donc, on s'est mis au milieu de cette problématique et on a dit, nous, on connaît des gens qui travaillent dans l'insertion et qui pourraient vous aider à aller sourcer différemment. Et donc, on a travaillé avec une autre organisation qui s'appelle Les Déterminés, qui est animée par Moussa Camara, et qui a dit, moi, je peux vous aider à trouver des nouveaux profils qui sont des profils créatifs, mais qui aujourd'hui ne savent pas qu'ils pourraient faire carrière dans la publicité. Oui. Et typiquement, des gens qui faisaient du graphe, des gens qui faisaient de la musique, qui faisaient du rap, qui faisaient un certain nombre de choses. Et on s'est dit, si ces personnes-là ont une appétence pour travailler dans le monde de la création et de la création publicitaire, on va les prendre. On a à notre main des dispositifs qui nous le permettent. On leur a fait faire une préparation opérationnelle à l'emploi, une PE pour ceux qui connaissent. Et puis derrière, on les a formés au métier, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on les a identifiés, ils avaient
la compétence qu'il fallait. Et puis, on a réuni un ensemble d'agences qui acceptaient de jouer le jeu et qui acceptaient surtout de manager autrement ce genre de profil. Parce que c'était vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que des bonnes intentions, je pense qu'il y en a partout. Cet après-midi, j'en ai entendu plein. Le comment on fait, il est au moins aussi important de qu'est-ce qu'on fait. Oui, avec la question des moyens également. Avec la question des moyens. Et pour le coup, avec l'investissement de la branche elle-même qui a dit nous, on va jouer le jeu, on va réunir des agences et on va s'y mettre avec les territoires, parce que c'est très important que dans la succession des prises de parole qu'on a eues là, on a tous dit nous, on s'occupe de ça, nous, on s'occupe de ça, nous, on s'occupe de ça. On a même eu, sur l'apprentissage, un débat entre les régions et les branches qui doit piloter ça. Oui. Moi, honnêtement, je pense que il ne faut pas faire de match, ni refaire un match sur un sujet comme ça. Il faut fédérer, en fait. Il faut fédérer. Gilles Diato est là. Nous, on a un super exemple dans la Sarthe. Alors, Joe Star est parti, mais en vérité... On va lui passer le message. On va lui passer le message. Vous savez qu'on n'a jamais vendu autant de disques vinyles en France. Vous savez ça? C'est vrai, si, c'est vrai. En fait, c'est le retour du vinyle. Et Joe Star devrait être content parce que lui, il est né avec le vinyle. Eh bien, on a eu un problème de recrutement de cadres dans une entreprise de la Sarthe. Voilà. Et nous avons un partenariat... Et c'est ça qui fera avancer les choses, à mon avis, sur les territoires, parce que c'est la problématique de la table ronde. Nous avons un partenariat avec l'APEC. On a fait un appui conseil à cette entreprise. On a été chercher notre correspondant APEC dans la Sarthe et on a organisé des recrutements pour travailler dans cette entreprise qui se remettait à faire de la presse de disques après un moment où, je vous rappelle, on avait quand même expliqué qu'on n'aurait plus jamais de disques. Alors bon, je suis moins optimiste pour les CD-ROM, mais quand même, ou pour les CD tout court. Oui. Mais pour la presse, ça a marché. Et je pense qu'un des sujets qui est autour de cette table ronde-là, c'est que on ne soit pas dans une succession d'expériences qu'on serait tous capables de montrer, dont pourrait montrer l'efficacité et l'impact pour parler de la table ronde précédente, mais qu'on sera au contraire, à l'issue de cette table ronde, capable de se dire, dans la chaîne de valeur de l'inclusion, où est-ce qu'on se situe les uns les autres et comment on l'orchestre. Parce que c'est le comment on l'orchestre qui va être déterminant pour déployer ce qu'on a envie de déployer là. L'intention, elle est là. Pour les actes, il faut de la coordination. L'État peut nous aider à le coordonner, mais aidons-nous déjà nous-mêmes à nous coordonner sur ces terrains-là. Absolument. Bravo. Alors, il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on fasse un dernier tour de piste parce qu'au final, en effet, chacun a plus ou moins évoqué les pistes qu'on pouvait explorer. Mais le tout, c'est de le faire ensemble. Alors, j'ai une dernière question pour vous tous et je vais vous demander d'essayer d'être un maximum synthétique puisque leur tour, encore une fois. C'est la dernière table ronde de la journée et vous avez à peu près tous écouté ce qu'on a pu dire, faire depuis plusieurs heures maintenant. J'aimerais juste vous demander, en fait, pour vous, quel aura été l'impact de ce sommet à titre personnel et professionnel? Parce que je sais qu'il y a des synergies aussi qui se sont créées. Dans les ateliers derrière, il s'est passé plein de trucs. Je crois que vous avez participé à des ateliers. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots quel aura été l'impact? Et pour le coup, Laurent, je sais pas si cette question elle est très adaptée pour vous, mais je vous laisserai conclure également. Othman? Oui, d'un mot, évidemment, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs et notre sujet, ça a été dit à l'instant, c'est de rendre toutes nos actions convergentes et de donner de la lisibilité, de la visibilité à tous les dispositifs existants. Et puis je retiens aussi ce qui a été dit sur le fait d'avoir à régulièrement remettre en cause et remettre à plat ce que nous faisons. Et je l'ai dit en matière d'insertion, à la région, nous allons remettre à plat un certain nombre de dispositifs parce que nous devons faire beaucoup mieux. On ne peut pas continuer à avoir autant de jeunes sans emploi et sans formation en se contentant simplement d'attendre qu'ils viennent nous voir. Il faut qu'on aille les chercher. Oui. Et on finirait par là également en matière d'orientation. Il y a ici un certain nombre d'acteurs de l'orientation. Là aussi, nous créons au 1er janvier une agence régionale de l'orientation parce que là aussi, nous devons réussir à faire beaucoup mieux et avoir un pilotage commun dans cette chaîne de valeur de l'insertion, de l'inclusion, qui est aujourd'hui un défi majeur ici en Ile-de-France, mais comme partout dans notre pays. Et donc, merci pour cette invitation, merci pour ce bel événement et heureux de travailler avec tous les acteurs qui sont ici. Alors, après la région Ile-de-France, la ville de Marseille, quel aura été l'impact pour vous de ce sommet, Laurent? Vous allez changer quoi, là, maintenant? Alors, je vais quand même vous confirmer qu'étant arrivé à 18h par le truchement de mon ordinateur, je ne vais pas dire grand-chose sur cette journée elle-même. Merci en tout cas à tout le monde. L'échange est toujours intéressant. Ce qui a été dit tout à l'heure, moi, m'interpelle particulièrement. Effectivement, il faut engager des coopérations. Nous, on a aujourd'hui plus de 300 associations qui travaillent à un niveau ou à un autre sur la ville de Marseille à l'accès à l'emploi, qui partent parfois de très très loin parce qu'il s'agit d'expliquer à des jeunes qui peuvent envisager éventuellement un jour d'accéder à un emploi, donc on part parfois de très très loin. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que notre constat, c'est que
Tout le monde, c'est un joyeux bordel. Tout le monde se marche un peu sur les pieds. Donc, il faut de l'organisation et il faut de la coopération. Et c'est en tout cas là-dessus que nous, aujourd'hui, on s'engage. Merci Laurent Lardy. Gilles Gâteau, l'impact pour vous? Une chose qui, à mes yeux, est très importante dans ces sommets, et celui-là a apporté à nouveau cette dimension, c'est la connexion avec les acteurs économiques. Je pense qu'on est sur un terrain qui est fondamentalement, bien sûr social, sociétal, mais fondamentalement économique. Que ça se passe à Bercy, que ça associe des acteurs économiques, ça me paraît un élément clé de la réussite de ce qu'on essaye de faire tous ensemble. La question est la même pour vous, Farida Maïbech, Capron. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est probablement les jeunes que j'ai rencontrés donc, tout au long de la journée et puis au cours des tables rondes. Je pense que je ne percevais pas, je le dis à titre tout à fait personnel, l'autocensure dans laquelle ils pouvaient être. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir parler, ouvrir nos portes, etc., pour bien qu'ils comprennent qu'on peut être également une solution. Et parfois, donc il y a ce sentiment de est-ce que je peux frapper à la porte. Et donc le message, c'est vraiment oui, vous pouvez frapper à la porte. Il y a voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je retiendrai de cette journée. Et c'est vrai qu'elle pointe du doigt quelque chose de très qui revient, c'est que finalement les acteurs ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, en fait, Thierry Teboul. Oui, mais c'est pas ça ma morale, je peux quand même donner la mienne? Bah oui, tout à fait. Moi, en tout cas, parce que j'ai animé un atelier, donc c'est intéressant de se dire que au cours de cet atelier, je me suis rappelé qu'il fallait toujours mesurer la performance de notre discours. Là, on a le micro, on est sur scène, on est des décideurs. Et alors, ça impacte ou pas auprès des jeunes? Eh ben, il faut faire gaffe, vous voyez, parce que moi, tout à l'heure, j'avais l'impression de venir avec des choses hyper innovantes dans le champ de la culture, et je pense qu'elles le sont. Et pour autant, au moment des questions, on m'a rappelé combien le verre pouvait encore être à moitié vide. Et il nous faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité sur un sujet comme ça. Et il nous faut organiser des moments comme ça, non pas pour aller à la rencontre de nous-mêmes, on est assez grand, hein. Si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous, on peut le prendre en sortant avec nos amis. Juste derrière, là, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas tout. Mais aller à la rencontre de ceux avec qui on n'a pas l'habitude de parler. Parce que ça, c'est ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est que c'est toujours important qu'on ait des phares qui, à un moment donné, nous rappellent que oui, c'est très bien ce que vous dites, c'est très bien ce que vous avez fait, mais concernant la mise à l'échelle, c'est pas encore tout à fait ça. Et donc, il faut qu'on ait des moments comme ça pour se confronter à ceux pour lesquels on travaille. Parce que je pense que, autour de cette table, ou alors je me suis trompé, personne n'a pas envie de faire. Vous voyez ? Mais en revanche, avec quel niveau de performance on fait pour les bénéficiaires, ça, il faut qu'on ait des espaces de rencontre. Et honnêtement, ils sont rares. Ils sont rares. Nous, la comitologie, c'est quand même une maladie de notre pays. On fait beaucoup de réunions. Mais des moments où on peut rencontrer des vrais gens qui nous disent « Vous êtes bien gentil avec votre histoire, là. Oui. » Mais en vérité, moi, je fais du cinéma et j'arrive pas à rentrer à la Fémis, donc je suis rentré chez Courtrage. Mais vous voyez, typiquement, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se confronte régulièrement pour qu'on continue de créer et d'innover. Avec toujours de l'impact dans les QPV. Aziz Seni, pour conclure. Écoutez, concernant les QPV, moi, ce qui m'aura marqué durant ce sommet, c'est d'abord l'audace qu'a eu Saïd et ses équipes d'organiser à Bercy, pour beaucoup et pour les anciens combattants de l'inclusion économique que nous sommes, mon cher Saïd. Il y a quelques années, on t'aurait orienté vers le ministère de la Ville et jamais à Bercy. Donc il y a une reconnaissance forte et peut-être que le constat que je fais premier, c'est la maturité politique. Le moment est là pour qu'on puisse enfin agir sur ce levier économique à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est une reconnaissance forte. Ça veut dire que dans ces territoires, on reconnaît qu'il y a une potentialité, une inclusion. Ça veut dire aussi qu'il y a eu une période d'exclusion et qu'enfin on la reconnaisse. C'est bien. Nous sommes là, effectivement. Ce qui m'aura autrement marqué, c'est toute cette énergie qui a envie de faire. Maintenant, est-ce que le courage politique sera là pour accompagner le mouvement? Nous, sur Quartier d'Affaires, on tend la main à Bercy énormément pour continuer notre travail sur la croissance de ces entreprises. Je rappelle qu'une entreprise qui croît, c'est une entreprise qui recrute. Une entreprise qui recrute, c'est une entreprise en bonne santé qui peut payer de l'impôt localement. Une proposition quand même, parce que je conclurai là-dessus. L'État ne peut pas tout. L'État est actionnaire de 80 sociétés, logé dans une agence qui s'appelle l'Agence française des participations.
Je lance un défi et je dis chiche. 5% des achats de ces entreprises orientées sur du made in banlieue. 5%. Il n'y a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin d'usines à gaz publiques et administratives. Juste une case dans la clause sociale RSE de dire nous, entreprise dans laquelle l'État est actionnaire, à partir d'aujourd'hui, on achète 5% en banlieue. Pas besoin de subventions. Eh ben voilà une proposition qu'on va noter, enregistrer et diffuser. Un grand merci à tous pour cette dernière table ronde de la journée. Dans un instant,